Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation, au numérique et à la tech responsable. Et en ce début d'année, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes meilleurs vœux. Je suis ravie de commencer cette nouvelle année à vos côtés. Et pour ouvrir 2026, nous allons parler tout naturellement de bonnes résolutions, mais différemment. Pas sous l'angle des injonctions, mais plutôt à travers l'état d'esprit à adopter pour transformer ses intentions en actions durables grâce au numérique. Alors, quel rôle le numérique peut-il réellement jouer pour accompagner la réalisation de vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, en 2026 ? Les applications de santé mentale sont-elles de véritables alliés ou de simples gadgets ? Et comment rester en forme physiquement et mentalement tout au long de l'année ? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous, spécial résolution et numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, on va vous montrer qu'en ce début d'année, si vous souhaitez accomplir vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, eh bien l'objectif n'est en aucun cas de prendre des résolutions, mais de se mettre dans la peau de celui ou de celle que vous voulez devenir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Slim, athlète de haut niveau, coach et aujourd'hui entrepreneur. Slim, bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau. Alors on commence par cette question un peu cash, est-ce qu'il faut prendre des bonnes résolutions ou alors c'est pas du tout la bonne approche ? Mais merci Vanessa, bonjour à tous et meilleurs vœux à tout le monde. Je pense que ce n'est pas la bonne approche parce que les bonnes résolutions sont souvent basées sur la volonté et non pas sur l'identité. On va se forcer à faire des actions qui ne résonnent pas avec qui on est aujourd'hui. Et donc voilà pourquoi ça va conduire à un épuisement, à une culpabilisation et on ne va jamais changer. La cause du changement de comportement, c'est l'identité. Si on se reprogramme, si on accepte d'être une nouvelle personne, on va naturellement prendre des nouvelles actions, de nouveaux comportements et ils vont durer dans le temps. Alors dites-nous très concrètement, là, 2026 vient de commencer depuis quelques heures ou quelques jours. Concrètement, dans quel état d'esprit il faut se mettre ? Je pense qu'il faut se mettre dans un état d'esprit d'exigence. Voilà. On arrête de se dire qu'on a envie de changer et on se dit quel est le nouveau standard que je suis prêt à accepter et quelles sont les choses que je ne veux plus absolument dans ma vie. Je prône une approche radicale. Il faut vraiment couper ce qui est néfaste pour soi et s'engager dans une nouvelle vie complètement nouvelle, arrêter de trimballer ce qu'on a dû passer aujourd'hui et accepter que le passé doit mourir pour naître une nouvelle personne. Alors Slim, on voit fleurir beaucoup d'applications de coaching et des applications aussi qui accompagnent la santé mentale. Est-ce qu'elles rendent les gens vraiment autonomes pour accomplir leurs objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels ? Alors bien souvent, malgré la bonne intention des gens qui créent ces applications, elles adressent les symptômes et jamais la cause. Comme je le répète avec les premières questions, c'est l'identité la cause. Donc c'est sympa de se relaxer avant de dormir, c'est sympa d'adresser l'anxiété avec une petite méditation, mais malheureusement, même si on le fait tous les jours, on ne va pas changer. On va constamment être stressé, anxieux, etc. parce que la cause du problème est bien plus haut dans la séquence. Et donc moi, ce que j'invite à faire, c'est plutôt de se dire, de faire un état des lieux et de se dire, je suis constamment stressé, j'ai une fatigue chronique, ça vient de quelque chose qui est en moi. Donc pourquoi je suis comme ça ? Et on va essayer de définir une nouvelle identité qu'on a envie d'incarner. Et comme ça, ce stress va naturellement disparaître. Alors Slim, votre approche, elle est fondée sur 3 piliers. Je le rappelle, les neurosciences, la préparation mentale et la spiritualité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment ces 3 dimensions se combinent dans votre approche ? Très simplement, les neurosciences, c'est apprendre comment le cerveau fonctionne. La préparation mentale, c'est ce qui nous donne le quoi faire au quotidien. Et la spiritualité, c'est ce qui fait sens. Voilà pourquoi les 3 combinés forment le cocktail gagnant, si on a envie de vraiment comprendre le manuel de l'être humain que l'on est et pouvoir avancer. L'une sans les 2 autres, pour moi, ça ne marche pas. On rentre dans un extrême, soit trop énergie féminine ying et on n'applique rien, ou à l'inverse, trop discipliné, trop dur et on n'a plus de sens. Et voilà pourquoi dans les 2 cas, c'est l'épuisement. Alors Slim, vous êtes athlète professionnel de haut niveau, on l'a dit en introduction, dans les sports de combat. J'ai envie de vous demander comment ce parcours athlétique vous a amené à créer une application sur ce qu'on appelle la manifestation et la performance mentale. Déjà, expliquez-nous ce que c'est que la manifestation. Alors, première question, la manifestation. Je vais vous dire ce que ça n'est pas. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas imaginer une Lamborghini et hop, elle apparaît sous nos yeux. Moi, je pense que la manifestation, c'est atteindre cet état dans lequel on comprend que le monde extérieur, c'est le monde des conséquences et que le monde intérieur, le mental, c'est la cause. Donc, tout ce que je vois à l'extérieur n'est que le reflet de qui je suis. Il n'y a pas de destin, de mektoub, de hasard et il n'y a pas une force extérieure qui me veut du mal. Tant que moi, j'ai le contrôle de mon état interne, c'est-à-dire mes pensées, mes croyances, ma conviction émotionnelle,
dans l'extérieur, avec peut-être un décalage, et ça on pourra en reparler, eh bien je vais avoir la matérialisation de ce que j'aimais et de ce que j'incarne. Alors l'application que vous proposez s'appelle Manifest AI Coach. C'est quoi l'expérience utilisateur que vous promettez et que vous proposez à son utilisateur? Très simplement, la première utilisation, elle nous amène à répondre à une quarantaine de questions. J'ai volontairement pris ce risque, c'est un onboarding qui est très long, ça peut créer de la friction, mais à la suite des questions, l'IA va générer une vision. C'est ce qui manque à beaucoup de gens, ils n'ont pas de point de départ, ils n'ont pas de cible. Cette vision, c'est un peu la journée idéale qu'on a envie de vivre d'ici 1 an. Et ensuite, au quotidien, il va s'agir d'un tracker d'habitude, être capable de méditer, ça peut aller de 1 minute jusqu'à 40 minutes autour de cette visualisation et apprendre à son corps à émotionnaliser cette vision. La vision claire, c'est-à-dire l'image précise, plus l'émotion, c'est ce qui fait qu'on arrive à engrammer des nouvelles croyances dans son subconscient et donc, comme je le disais au début, avoir des nouveaux comportements. C'est un peu la sauce magique. 20% d'images, 80% d'émotions fait que le subconscient se reprogramme et ensuite ça apparaît dans la réalité. Donnez-nous un exemple concret. Quelqu'un qui décide d'être entrepreneur ou quelqu'un qui décide de tomber amoureux d'un profil type, comment va-t-il être aidé par votre application? Très simplement, dans la vision, je vais l'apprendre en tout cas à définir un objectif précis. Être entrepreneur, ça veut rien dire. Vouloir une abondance financière, ça veut rien dire. On va d'abord définir une cible très précise. C'est tant d'argent par mois, voilà comment je travaille, combien d'heures je travaille, même si je ne sais pas encore quoi faire dans la partie travail. Ensuite, la répétition et l'émotionnalisation va faire qu'on va avoir un changement d'identité. L'idée de la manifestation, c'est de se détacher complètement du comment, de le laisser entre guillemets un peu à l'univers, même si on va voir que c'est beaucoup plus neurologique, c'est le système d'activation réticulaire qui va nous permettre de trouver dans le monde physique des choses à faire, des opportunités, des actions, et ensuite on va pouvoir le réaliser. Donc on définit un objectif extrêmement précis et on apprend à son corps à ressentir l'émotion de la personne qui a déjà le résultat. C'est littéralement fonctionner à l'envers, partir de la fin du film au lieu de partir de l'état actuel et d'imaginer l'avenir. On est très mauvais à concevoir l'avenir parce qu'on a les mauvais outils aujourd'hui. Si vous êtes peureuse, introvertie et que vous avez du mal à passer à l'action, arrêtez d'imaginer comment devenir riche, vous n'allez pas l'être. Donc hop, on saute cette partie-là, on part de la fin, on s'imagine déjà avoir accompli le résultat et on laisse la magie opérer. Slim, vous aimez bien dire que dans la vie, ceux qui gagnent, ce sont les bêtes et méchants. C'est éthique tout ça? Alors, c'est au sens philosophique, bien sûr. Les bêtes, pourquoi? Parce que quelqu'un qui est stupide, entre guillemets, il va être généralement très simple, il va choisir une seule voie et il va avoir un peu comme un autiste, il va être déterminé, il va avoir une vision tunnel, il ne va pas succomber aux distractions. Et le méchant, au sens philosophique, c'est celui qui arrive à dire non. Non aux autres. Il ne cherche pas à plaire, à l'instar du gentil qui veut toujours satisfaire les autres et plaire aux autres. Le méchant, lui, il est déterminé, il n'a aucun doute sur sa vision et il est têtu. Voilà pourquoi le bête plus le méchant arrive à définir une vision claire, tenir sur la durée et dire non à toutes les distractions extérieures. Et voilà pourquoi il atteint ses objectifs. Alors vous qui êtes entrepreneur, vous avez un peu une vision de ce en quoi consistera la prochaine vague d'applications en santé mentale ? Je pense qu'il va y avoir un renouveau des applications de santé mentale vers quelque chose de concret et d'applicable. On va, à l'avenir, utiliser l'intelligence artificielle comme un consultant, comme un coach, pour nous imposer des actions au quotidien et servir un peu de accountability, nous rendre responsables. Parce que le monde de l'information et des connaissances, c'est bon, il est déjà saturé. On a déjà toutes les réponses à toutes nos questions. Maintenant, ce que les gens vont vouloir obtenir de l'IA, c'est un accompagnant pour passer à l'action. Merci beaucoup Slim. Je rappelle le nom de votre application, Manifest AI Coach, et j'imagine qu'elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Restez avec nous, dans quelques instants nous démêlerons le vrai du faux concernant les applications en santé mentale. Faut-il méditer? Faut-il respirer? Quelles sont les meilleures routines pour quels problèmes? On vous dit tout. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale résolution, nous allons justement questionner les promesses du numérique en matière de santé mentale. Faire la part entre outils d'accompagnement et illusions de solutions miracles avec notre invitée Joséphine Arrigui de Casanova. Bonjour Joséphine. Bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau. Vous êtes vice-présidente du collectif Mental Tech et responsable santé mentale chez CARE. Alors, pour commencer, la santé mentale, c'est une grande cause nationale et l'on voit de plus en plus d'applications fleurir pour essayer d'apporter une réponse. D'un point de vue du collectif Mental Tech, en quoi les applications de santé mentale peuvent aider à passer de l'intention à l'action, j'aimerais dire?
Elles ont un formidable potentiel d'agir comme à la fois un désinhibiteur, parce qu'effectivement l'écran désinhibe, c'est moins impressionnant de prendre une application, enfin son smartphone pour scroller et regarder une application que de pousser la porte d'un professionnel de santé. Donc elles ont ce rôle désinhibiteur et elles permettent effectivement le passage à l'action. Et en effet, le grand public peut s'emparer de solutions qui par exemple vont être axées autour du bien-être. On rencontre des applications de respiration par exemple, de cohérence cardiaque, également de méditation. Les objets connectés également sont de plus en plus des outils dont les Français aiment bien s'emparer. Et puis pour leur santé mentale au quotidien, ils utilisent aussi des plateformes de prise de rendez-vous par exemple, ou encore des solutions de téléconsultation qui permettent de consulter un médecin en visio. Donc dans le confort de chez soi et en toute intimité. Néanmoins, Joséphine, j'ai envie de vous demander quelles sont les erreurs ou les idées reçues qu'il faut absolument éviter de faire quand on se tourne vers une application pour aller mieux. Oui, alors je dirais que le premier écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est un petit peu l'autodiagnostic sauvage, parce qu'effectivement, si on rencontre quelques difficultés sur le plan psychique, on peut être un peu plus vulnérable peut-être que d'habitude, et on peut être exposé à des contenus à risque et à des personnes ou des solutions qui n'ont pas forcément des bonnes intentions. Donc je dirais l'autodiagnostic sauvage, rappeler que seul un médecin est habilité à établir un diagnostic en matière de santé et de santé mentale. Donc ça c'est la première chose. Et puis après, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est ce risque que présentent ces outils d'isoler davantage l'utilisateur et de l'enfermer un petit peu dans une boucle qui viendrait finalement confronter ses croyances limitantes, confronter même ses souffrances, ses idées reçues, et qui en fait ne ferait que retarder l'accès aux soins, que à contrario, ces solutions peuvent faciliter. On entend souvent dire que l'intelligence artificielle peut soigner les gens et même on peut se laisser surprendre soi-même à dialoguer avec ChatGPT pour lui poser des questions parfois un peu personnelles, voire intimes. C'est une réalité émergente ou c'est un mythe qui est assez dangereux, Joséphine ? Alors, j'aime plutôt dire que l'intelligence artificielle contribue à soigner les gens et non pas soigne les gens, parce qu'elle reste un outil au service du soin, au service des soignants. Et en effet, sous réserve que on ait une gouvernance qui permette des intelligences artificielles éthiques, qui soient encadrées par des personnes compétentes, par également, comme je disais, des considérations éthiques, avec des conditions générales d'utilisation qui soient aussi très claires pour l'utilisateur. Sous réserve que ces garde-fous soient mis en place, elles présentent des potentialités très très intéressantes en matière de santé mentale et en matière de santé tout court. Néanmoins, il y a des exemples de ce qu'on appelle les chatbots, c'est-à-dire ces systèmes qui permettent de dialoguer 24/7, d'avoir une assistante psychologique. C'est pas une promesse un peu fallacieuse de se dire qu'on a toujours une béquille, on va dire, quand on a peut-être une vulnérabilité psychologique, comme vous le disiez ? Oui, alors plusieurs choses. D'abord, le collectif Mental Tech que je représente vient d'élaborer une étude en partenariat avec l'IFOP qui interroge justement les usages des Français aujourd'hui. Quel usage font-ils de ces outils numériques pour leur santé mentale ? Et l'étude indique que 19% des Français ont déjà utilisé les IA conversationnelles pour leurs besoins de santé mentale. Et ce chiffre monte même à 1/3 chez les 18-25 ans. Donc on voit effectivement que ce sont les plus jeunes qui s'emparent de ces technologies. Et pourquoi est-ce qu'elles utilisent ces intelligences conversationnelles ? Pour de l'écoute. Pour un soutien émotionnel, pour des conseils pratiques et finalement, vous le voyez, une utilisation qui peut faire le lien ou qui peut tout à fait être complémentaire des soins, je dirais, classiques et traditionnels qu'ils peuvent obtenir par ailleurs. Alors après, il y a un paradoxe, j'aime qu'on parle des jeunes qui sont très connectés, 3 heures environ par jour, qui jouent aux jeux vidéo. Le numérique, ça fait du bien ou ça fait pas du bien Alors là aussi, moi j'ai toujours une vision très très nuancée sur le sujet. Il peut avoir un risque chez les personnes qui effectivement présentent une certaine vulnérabilité. Le risque est celui de l'isolement.
et ça, on sait que c'est un facteur de risque majeur en matière de santé mentale. Le risque est aussi de les renforcer dans les croyances, c'est-à-dire que les IA vous servent toujours la soupe que vous avez envie d'entendre, si je peux me permettre d'employer ces expressions, et donc elles risquent de renforcer des croyances qui sont erronées, y compris en donnant des mauvaises réponses. Et puis, il y a aussi un risque qui est celui que j'appelle, moi, le risque de perte de compétences, parce que échanger avec un autre être humain, c'est une compétence psychosociale. Et donc, l'être humain, il est parfois pas d'accord avec nous, il est parfois confrontant, désagréable, et donc le risque, finalement, c'est qu'on trouve à la fin beaucoup plus intéressant d'échanger avec ces IA conversationnelles qui nous disent ce qu'on a envie d'entendre sans jamais nous contredire, et de perdre notre habilité à échanger avec d'autres êtres humains. Voilà. Et ça, ce sont des réflexions que vous menez au sein du collectif Mental Tech pour avoir des IA de confiance. Comment concrètement vous menez ce combat ? Oui, on a édicté un principe que l'on a appelé la numéricovigilance. Alors c'est un concept qui imite le principe de pharmacovigilance, c'est-à-dire comment est-ce que des outils numériques pour la santé mentale peuvent justement offrir des garanties d'éthique, d'accompagnement humain, d'encadrement scientifique pour faire en sorte de limiter justement les risques que j'ai mentionnés. Parce que par ailleurs, le collectif que je représente considère que les outils numériques sont une chance pour la santé mentale. Ils permettent de faciliter l'accès aux soins, ils permettent de désinhiber, et s'ils sont correctement intégrés dans des parcours, ils sont extrêmement intéressants, surtout comme vous le disiez pour les jeunes qui sont digital natives et qui sont nés avec ces outils numériques dans la main et pour lesquels effectivement ça représente un automatisme et une disponibilité H24. Sans compter le prix aussi qui est l'un effectivement des freins, le frein économique qui peut exister pour se diriger vers des solutions de soins ou de soutien. Et donc les jeunes apprécient aussi dans ces solutions numériques qui pour certaines sont gratuites, justement d'avoir cet accès de premier niveau. Vous évoquez là beaucoup de choses effectivement qui prônent en faveur du numérique, mais il y a aussi effectivement ce que l'on entend où les cabinets de psychiatres ou de psychologues sont engorgés de gens qui sont déçus par rapport aux rencontres qu'on peut faire sur les applications, déçus par rapport à ces bulles d'enfermement dans lesquelles on est. Comment vous arrivez justement à jauger ce qui est bon et ce qui est moins bon et à avoir des actions concrètes ? Alors, on a justement un référentiel qui d'ailleurs fait que n'est pas intégré dans le collectif qui veut. On a un certain nombre de critères que le conseil d'administration de l'association examine. Et puis après, je crois qu'il faut rappeler que les Français sont quand même assez conscients de la limite de ces outils. Et l'étude que Mental Tech a réalisée l'indique aussi, puisque voilà, les Français ont identifié les risques que présentent ces outils. 80% craignent l'isolement, 77% craignent la dépendance à ces outils, mais aussi le manque d'efficacité. Donc c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'aller vers ces outils, ils en sont satisfaits, d'ailleurs à plus de 80% quand ils les utilisent. On les a interrogés sur leur taux de satisfaction suite à l'usage des intelligences conversationnelles. Mais en même temps, ils sont aussi conscients des risques que ça présente. Donc voilà, on est très paradoxaux, nous autres, les êtres humains. Et au sein du collectif, vous auriez 2-3 pépites à nous recommander voilà, qui méritent qu'on se penche dessus par leur côté un peu novateur ou disruptif ? Oui, écoutez, on a par exemple des solutions qui permettent de faciliter le sevrage tabagique, comme Quit, le sevrage alcoolique avec Sobero, et puis également des sociétés de téléconsultation comme Care ou encore comme EOS qui intervient là aussi dans le champ des addictions. Voilà, je mentionne effectivement les addictions parce que c'est un peu le tabou dans le tabou en matière de santé mentale et que là aussi le numérique, parce qu'on se confie finalement plus facilement et plus intimement à une intelligence artificielle qu'à un autre être humain, elles peuvent vraiment jouer un rôle de désinhibition pour faciliter l'accès aux soins. Pour conclure, Joséphine, quel message vous souhaiteriez adresser aux auditeurs en ce début d'année pour avoir une bonne appréhension du numérique et justement qu'en santé mentale, ça puisse contribuer à un mieux-être ? Oui, ne pas oublier de prendre soin de soi dans plein de domaines. La santé mentale, c'est multifactoriel. Donc les relations aux autres comptent beaucoup. Et donc encore mieux si elles sont en live, en vrai. L'alimentation, le sommeil, tout ça, ce sont d'excellents facteurs de prévention. Et après, oui, bien sûr, les outils numériques restent très intéressants. Et voilà, essayer d'aller regarder dans les conditions générales
général d'utilisation, peut-être on a parfois un peu la flemme, mais ça vaut la peine, surtout pour les personnes qui craignent éventuellement que leurs données soient mal utilisées. Merci beaucoup Joséphine Arrigui de Casanova pour le collectif Mental Tech et pour Care. 30 secondes pour conclure. Slim, un conseil à nos auditeurs pour bien commencer l'année ? Visez grand, voilà, n'ayez pas peur, vous pouvez tout accomplir dans cette vie, vous êtes le créateur de cette réalité, alors allez-y, lancez-vous, jouez sérieusement au jeu de la vie. Merci beaucoup à nos invités. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent début d'année, visez grand, je ne peux pas dire mieux. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.